Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Bonjour à tous, il est 8h, vous êtes bien à l'écoute de Radio Judaïka et comme tous les vendredis, c'est l'heure de notre entretien hebdomadaire avec Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour pour Bruxelles, Metula, Yannick, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, avec vous, donc comme tous les vendredis, on va aborder la situation au Moyen-Orient, la situation à Alep, mais aussi l'actualité israélienne. Mais donc on commence tout de suite par la situation en Syrie. La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation humanitaire dans la ville syrienne d'Alep. Cette réunion prendra la forme de consultation à huis clos et portera sur l'évacuation des civils et sur l'aide humanitaire à apporter aux habitants, évidemment. Alors le président français, François Hollande, a affirmé qu'il n'imaginait même pas que la Russie puisse s'opposer à cette résolution humanitaire. Alors justement, Stéphane, y a-t-il réellement un risque est-ce qu'il existe que la Russie s'oppose à cette résolution humanitaire? Eh bien, François Hollande va être surpris, Yannick. Parce que si la Russie avait choisi une autre politique, ben on le saurait. La Russie, c'est elle qui vient de bombarder pendant un mois toute la ville d'Alep, qu'il a aplati, qui est en train de la transformer en surface de la Lune. Et puis, absolument sans aucun égard, c'est-à-dire qu'il y avait 4 hôpitaux dans les zones contrôlées par les rebelles. Et ces hôpitaux ont été sciemment, volontairement bombardés, anéantis, avec les gens qui étaient dedans, que ce soit les malades ou que ce soit le personnel soignant. Et puis, après la prise d'Alep, eh bien, dans ces quartiers, alors que ces alliés, c'est ce triptyque qui est le gouvernement de Bachar al-Assad, l'Iran et le Hezbollah, soutenu par la Russie dans les airs, mais aussi sur terre par les forces spéciales. Et bien justement, Yannick, ces forces spéciales ont assisté goguenard en riant à l'exécution d'enfants et de femmes. Alors l'exécution devant des pelotons d'exécution, mais également l'exécution parce que ces charmants miliciens chiites du Hezbollah libanais en ont fait brûler vifs. C'est beaucoup plus drôle. Et les soldats russes étaient sur place et ça les amusait beaucoup. Alors il faut pas qu'on se fourvoie sur d'éventuelles intentions humanitaires de la Russie parce que Poutine n'en a pas. Parce que Poutine est quelqu'un qui n'a aucun respect pour la vie humaine et certainement pas pour la vie humaine des Arabes, qu'il méprise de toute son âme. Pour lui, l'existence des civils et encore plus de ce qui reste des combattants rebelles à Alep, eh bien, c'est une allégorie. Ça n'a strictement aucun poids dans son jugement stratégique. Alors, il participe à ce crime de guerre, il participe à l'exécution des civils à Alep, donc il a certainement aucune intention de passer par l'ONU pour changer de politique. Ce qu'il va faire, c'est faire traîner les choses. Alors comment on fait traîner les choses? D'abord, on accepte certains principes. On accepte par exemple de laisser sortir les civils, et puis on trouve de très bonnes raisons pour interrompre cette évacuation et pour reprendre le massacre. Comme ça, on peut gagner quelques jours, voire quelques semaines. Et puis, une fois qu'il aura terminé son programme, une fois qu'il aura achevé son projet, eh bien là, il s'arrêtera tout seul et il donnera le change. Il fera semblant que c'est qu'il participe à la volonté de la communauté internationale et que c'est le champion de l'humanitaire, le champion mondial de l'humanitaire. Il va aussi nous faire croire que c'est grâce à lui que les exactions ont cessé et grâce à lui que la population d'Alep a été libérée, Yannick. Alors justement, Alep est donc aux mains du régime. La situation syrienne n'en reste pas moins assez complexe. Quels sont les prochains enjeux de ce conflit qui touche la Syrie et globalement le Moyen-Orient? On pense notamment à la situation à Rojava. Dans le Rojava, normalement, la prochaine étape de l'excursion de M. Poutine, c'est Idlib. Idlib, c'est une ville qui se trouve à environ 50 kilomètres
au sud-ouest d'Alep. C'est une ville qui est aux mains des rebelles et de ce qui reste d'Al-Qaïda ou du nouvel Al-Qaïda. C'est un petit peu la même constellation qu'à Alep. Alors, ce qui intéresse beaucoup le régime et surtout les Russes à Idlib, c'est que c'est proche de l'enclave de Latakié. Latakié, c'est l'enclave des Alaouites. Les Alaouites, c'est bien entendu la tribu du président Bachar al-Assad. Et le propos, l'intention finale de Vladimir Poutine, c'est que les Alaouites, qui ne sont que 2 millions, Yannick, 2 millions sur une population syrienne de 27 millions. Donc, M. Poutine se rend bien compte qu'avec 2 millions d'Alaouites, eh bien, on n'est pas prêt de récupérer tous les territoires de la Syrie comme Bachar al-Assad voudrait se l'imaginer. C'est pas possible. Et Poutine, qui a les 4 pieds sur terre comme les vaches, dans son réalisme très froid, a décidé que, en fin de compte, eh bien, l'endroit où les Alaouites devront se trouver, c'est dans un État alaouite qui se trouvera sur la côte méditerranéenne, dans la province de Latakié, que Bachar al-Assad le veuille ou le veuille pas d'ailleurs. La finalité de Vladimir Poutine, c'est une fois qu'il aura fait de l'ordre, une fois qu'il aura tué encore quelques dizaines voire centaines de milliers de personnes, c'est de vendre, de laisser tomber Bachar al-Assad, le laisser tomber pas totalement, puisqu'il est en train de lui sécuriser cette province de Latakié pour y établir en État alaouite. Donc, il va proposer cet État alaouite à Bachar al-Assad, et il va le lâcher si Bachar al-Assad veut continuer la reconquête de la Syrie, et puis ce qu'il va demander à l'Occident, nommément à l'Amérique, et on pense à l'Amérique de Donald Trump tout de suite, parce que ça va se passer pas dans quelques années, mais dans quelques mois, c'est qu'on laisse faire, qu'on oublie la Crimée et l'Est de l'Ukraine, qu'on accepte le maintien et l'annexion, en fait, de ces territoires contre le lâchage de Bachar al-Assad. C'est pourquoi, pour répondre très très spécifiquement à votre question, normalement la prochaine étape c'est Idlib, parce que Idlib est en bordure de cette province de Latakié, mais aussi ce qu'on craint dans la région, eh bien c'est un redéploiement des militaires iraniens, des 7000 miliciens du Hezbollah, de l'armée syrienne, qui commencent à attaquer d'autres endroits, comme par exemple les rebelles dans le Golan. Et puis ici à la MENA, on a une crainte particulière. Et notre crainte particulière, quand cela est conjugué avec les attaques à Raqqa de la coalition donc occidentale, américain, européen, nous savons depuis longtemps que nous sommes très simplement dans une guerre entre les chiites et les sunnites. Ceux qui ont gagné à Alep, ce sont les chiites. Maintenant, je viens de le dire, il y a 16 millions de sunnites en Syrie qui vont pas s'évaporer dans la nature, et il est très important, selon nous, de conserver un équilibre. Parce que qui dit chiite parle également de la place forte des chiites, qui est l'Iran, et partout où les sunnites cèdent du territoire, eh bien, les Iraniens s'installent. Et si on continue, maintenant après cette défaite justement des sunnites à Alep, si on continue à chasser les sunnites de là où ils sont, notamment de leur capitale en Syrie, Raqqa, eh bien, ce qu'on va avoir, c'est un Irak qui est déjà aux mains des chiites et des Iraniens, et on va avoir une Syrie également aux mains des chiites et des Iraniens. Et on va avoir un Iran qui sera aux portes d'Israël, dans le Golan, au port de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, des États du Golfe, et puis qui se sera déjà approprié le Liban, après s'être approprié l'Irak. Donc ce n'est pas dans notre intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Occident que de rompre cet équilibre, et c'est le dernier moment qu'il faudrait choisir pour anéantir Raqqa. Alors on va sans doute passer au volet humanitaire, mais on a vu, Yannick, à Alep, les exactions commises par le camp chiite. Et ces exactions n'ont rien de plus légère que les exactions commises par Daesh à Raqqa et dans tous les territoires que domine Daesh. C'est exactement la même sauvagerie. On brûle, on tue, on écartèle, on découpe les têtes des enfants, des vieillards. Donc il faut arrêter de faire ce
ce distinguo, de faire comme si d'un côté on avait des gens qui étaient des gens éduqués et des gens avec un comportement humain et des animaux de l'autre côté. En fait, on a des bêtes des deux côtés. Et ce sur quoi il faut qu'on se concentre, ce sont d'abord nos intérêts. Et nos intérêts, qui sont également des intérêts humanitaires, parce que là où il y a des équilibres comme à Alep, il y a massacre. L'intérêt de l'Occident, l'intérêt d'Israël, qui est strictement le même, c'est de maintenir en équilibre, tant en Syrie qu'en Irak, en équilibre stricto sensu entre les sunnites et les chiites, et ça nous intéresse pas tant que cela de savoir que les sunnites sont représentés, que ce soit par Al-Nosra ou par Daesh. Ce qu'il faut, c'est que cette présence égale, équilibre celle des Iraniens, du Hezbollah et de leurs alliés russes. À part ça, tout ceci, après avoir dit tout ceci, à la minute où les Russes lâcheront cette coalition chiite, eh bien, elle se remettra à repartir en arrière parce que cette coalition a prouvé qu'au sol contre les sunnites, pardon, cette coalition de Bachar al-Assad, des Iraniens, du Hezbollah ne fait pas le poids, surtout dans la quantité de combattants qu'ils ont, et ils ont absolument besoin. Ils ont gagné la bataille d'Alep, certes, mais ils l'ont gagné uniquement grâce à l'écrasement de cette ville et de ses défenseurs rebelles sunnites par l'aviation russe et par l'intervention des forces spéciales de Vladimir Poutine dans la ville. Sinon, ils n'auraient pas pu en prendre le contrôle et surtout pas le conserver, Yannick. Alors Stéphane, j'ai encore une dernière question concernant Alep. Alors que le monde occidental condamne le massacre à Alep, Bachar al-Assad a lui salué donc la victoire de ses troupes et a affirmé que les Syriens écrivaient l'histoire en chassant les rebelles de la deuxième ville du pays. Donc je voulais savoir quel est le point de vue israélien vis-à-vis de tout ça. Est-ce qu'Israël se met aussi du côté strictement humanitaire ? Alors, il y a des prises de position récentes de la part du ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui à 2 reprises cette semaine a dit que l'intérêt d'Israël était dans la vacance du pouvoir par Bachar al-Assad. Et il l'a répété, il a dit qu'on ne pouvait pas imaginer un avenir pour la Syrie avec Bachar al-Assad à la présidence. Et cela, ça va dans la ligne droite de ce qu'on vient de dire précédemment, c'est que au ministère de la Défense, dans l'establishment de la défense israélien, on se rend bien compte de la nécessité de cet équilibre. C'est-à-dire que si cet équilibre est rompu, aujourd'hui dans le Golan syrien, juste à notre frontière, à 20 kilomètres et quelques de l'endroit où je vous parle, eh bien, il y a des rebelles sunnites. Et maintenant, si d'autres places fortes tombent comme Idlib, eh bien, Bachar al-Assad disposera de beaucoup plus de soldats pour faire de l'ordre, pour faire du ménage, pour faire du nettoyage ethnique ou du nettoyage religieux. Et il enverra ses troupes dans le Golan syrien pour chasser ces rebelles sunnites. Et on aura à notre frontière les Iraniens, les troupes gouvernementales et le Hezbollah. Donc, dans l'establishment de la défense, les gens qui font le même métier que moi, mais pour le gouvernement israélien, se rendent bien compte que ce scénario n'est pas en notre faveur et commencent à faire pression, commencent à établir un cheminement stratégique qui, pour le moment, au niveau intellectuel et politique, appelle au renvoi de Bachar al-Assad, justement dans la province de Latakia, et qu'il cède la place. Maintenant, Yannick, au reste, en Israël, on est extrêmement touché. Si on lit la presse ce matin, on est extrêmement touché par la situation humanitaire à Alep. On se dit que c'est monstrueux. Il y a pas mal d'intellectuels israéliens, notamment en politique et même des gens de droite, qui expriment la nécessité, je parle bien de nécessité, d'aider ces gens qui sont massacrés à Alep. Il y a même un ex-officier supérieur de l'armée qui dit qui prétend qu'en 3 heures, eh bien, l'armée israélienne pourrait résoudre absolument le problème de ces violences en Syrie. Mais bien entendu, on n'est pas dans cette direction. Il se passe en Israël ce qui se passe probablement en Belgique, c'est que tout le monde se plaint et personne ne fait rien pour une simple et bonne raison, c'est que personne ne veut se trouver en situation conflictuelle avec Vladimir Poutine qui, on le voit,
fait des paris sécuritaires toutes les semaines et n'hésite pas à utiliser la force. Et personne de normal veut se retrouver en guerre avec la Russie, Yannick. Alors Stéphane, on va passer maintenant à l'actualité israélienne. Donc le président élu des États-Unis, Donald Trump, a annoncé la nomination comme ambassadeur en Israël David Friedman, un avocat qui a dit avoir hâte de remplir sa mission dans la capitale éternelle d'Israël, à savoir Jérusalem. On suppose, Stéphane, que cette nouvelle a été très bien accueillie du côté israélien. Elle est très bien accueillie, mais avec beaucoup de surprises, parce que David Friedman est quelqu'un qui s'inscrit en termes israéliens, en tout cas, à la droite de l'extrême droite. C'est quelqu'un qui, dans le parti de Naftali Bennett ou chez les partisans des implantations, sera encore à droite. C'est un extrémiste dans ce sens-là. Il fait volontiers passer Binyamin Netanyahou pour un défaitiste de gauche. Et je pèse mes mots, je suis pas du tout dans l'exagération ni dans la plaisanterie. On a déjà eu des ambassadeurs des États-Unis juifs en Israël. Je pense notamment à Dan Shapiro ou Dan Kurtzner ou Martin Indyk. Mais ils avaient toujours comme fonction d'apaiser, de calmer les ardeurs du gouvernement israélien, notamment en matière d'implantation. Et il y avait des prises de bec où toujours l'ambassade des États-Unis était du côté modérateur en disant au gouvernement israélien, calmez-vous, n'allez pas trop loin, faites attention à la communauté internationale. Et puis là, on risque d'avoir exactement le contraire. Et c'est même pas sur le ton de la plaisanterie, parce que ce monsieur David Friedman, eh bien, il est tout simplement contre la solution à deux États avec les Palestiniens. Il s'est souvent demandé, mais à très haute voix, si M. Barack Obama n'était pas antisémite. Il considère que les activistes de J Street, sont des sortes de capots du temps des nazis. Et puis, il est tout à fait en faveur de l'annexion des territoires disputés avec les Palestiniens, ce qui se situe dans une ligne politique bien à droite de la coalition actuelle aux affaires en Israël. Et puis, ce qu'on risque, et un proche de Netanyahou me l'a confirmé pas plus tard qu'il y a une demi-heure, eh bien, c'est que le nouvel ambassadeur américain, et le nouvel ambassadeur, il doit encore avoir sa titularisation confirmée par les instances américaines, ce qui n'est pas encore dans la poche. Il existe encore un risque que ce ne soit pas le cas, mais on risque d'avoir cet ambassadeur qui a au moins été nommé par Donald Trump se situer du côté des implantations, du côté des annexionnistes et contre l'actuel gouvernement de Binyamin Netanyahou. Alors, ces jours, on parle beaucoup du problème d'Amona, de la nécessité de se confiner à la décision de la Haute Cour de justice et de chasser les gens de l'implantation d'Amona, de l'implantation illégale. Eh bien, on se dit que si David Friedman était aujourd'hui ambassadeur des États-Unis, il ne fait aucun doute qu'il soutiendrait les gens d'Amona contre le gouvernement israélien, qu'il dirait, dans sa philosophie en tout cas, aux gens d'Amona qu'il faut qu'ils restent, quitte à se frotter à l'armée et à la police, parce que c'est sa ligne politique, c'est sa ligne philosophique, et que dans ces conditions, il se situerait contre le gouvernement israélien, mais contre le gouvernement israélien de l'autre côté de ce à quoi on s'est habitué jusqu'à maintenant. C'est un changement. Ceux qui se demandaient si un véritable changement avec la venue de Donald Trump sont servis, parce qu'il y a une autre nomination qui est très intéressante, Yannick, qui a été annoncée en même temps, et c'est celle... Je cherche mes notes parce que je connais pas tous ces noms par cœur, mais c'est celle du conseiller Stephen Miller. Stephen Miller, qui est un juif pratiquant de 30 ans, c'est dire s'il est brillant, il a été nommé comme conseiller politique de Donald Trump. C'est notamment lui qui a écrit les discours du président élu.
Et puis, c'est aussi lui qui faisait de la place pour chasser les immigrants des meetings de Donald Trump avant que Donald Trump n'arrive. Donc, c'est également quelqu'un qui se situe, disons, très à droite du Parti communiste. Ce qui nous intéresse dans ces choses-là, dans ces décisions, c'est qu'on n'imagine pas, en tout cas, Monsieur Friedman n'imagine pas maintenir l'ambassade américaine à Tel Aviv. C'est évident que si David Friedman a accepté ce poste, c'est pour être le premier ambassadeur des États-Unis à Jérusalem. Et vu d'ici, vu de Metula, eh bien, on se dit que dans quelques mois, eh bien, l'ambassadeur et l'ambassade des États-Unis se situeront, Yannick, à Jérusalem et plus à Tel Aviv, comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Et cela signifiera un immense changement au niveau international de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de la nation israélienne. Eh bien voilà, merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est la fin de cet entretien et on vous retrouve évidemment la semaine prochaine, Stéphane. Avec toujours le même plaisir, en vous souhaitant à tous en Belgique un excellent week-end.